là un article sur le nez des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues. Je vous avais envoyé ma liste de questions. La difficulté, c'est que c'est un format assez court. Est-ce que vous pouvez me décrire les odeurs que vous rencontrez dans votre travail au quotidien? Dans l'analyse, ou dans la psychothérapie, ce qui est essentiel, c'est ce qui se réactualise dans la relation transférentielle entre les patients, entre l'analysant et le psy, et à partir d'expériences vécues, forcément. Et ces expériences vécues, et dans les cas du sensoriel, dans les cas de l'olfactif, se présentent, disons, en lien avec la mémoire, forcément, pour l'olfactif, et aussi avec l'expérience affective et le récit du langage qui prend tout l'ensemble. Hein, parce que peut-être que c'est pas... Presque à la limite, on pourrait dire que chez l'être humain, il n'y a pas d'expérience, de vécu sensoriel olfactif pur et dur, puisque, entre-temps, il y a le langage. Vous voyez ? Et donc, le langage qui est une narrative sur les choses qui se sont passées. Il y a les commentaires des parents, les commentaires de l'autre, etc. Mais quand même, on peut réfléchir à un pur olfactif sensoriel, malgré tout, mais qui peut être déduit de tout ça. Et en principe, ces odeurs-là, elles se présentent sur trois registres. Déjà, vous avez, pour que on puisse parler d'odeur, il faut qu'il y ait déjà une impression. Ensuite après une suppression et après une expression. Quand j'exprime mon rapport à une odeur, je vais l'exprimer en termes de langage. Donc déjà là, il y a une réduction. À partir d'une impression première, imaginons quelqu'un qui était dans le coma et ou qui dormait et qui donc n'avait pas conscience et qui a capté une impression, et ensuite après, pour pouvoir l'exprimer, ça doit passer par un travail. Le langage va le triturer. Cette impression-là va le travailler, l'élaborer, et cette élaboration-là implique une sorte de suppression de certaines traces de ces impressions-là. Donc, en fait, le rapport des odeurs dans une psychothérapie, dans une analyse, vont transiter par là, par l'évocation d'impressions qui ont été supprimées et qui ont été véhiculées par une expression donnée. Alors, évidemment, les odeurs qu'on peut rencontrer, ça peut être très varié. Très varié, ça peut être l'angoisse, par exemple, du patient psychotique, qui est une angoisse, qui est une odeur particulière. Les odeurs normales de l'anxiété. Et il y a... Décrire, c'est difficile, mais on sait la déterminer. Bon, très acre, très amer, comment dire... Il y a les odeurs aussi, par exemple, vous voyez de l'acétone dans les cas du travail, certes, parfois avec des sujets anorexiques, ou alors des traces, évidemment, tabac, d'alcool, de cannabis, etc. Ou alors... Les malades qui souffrent d'anorexie ont une odeur qui sent un petit peu l'acétone. Qui peut sentir l'acétone, oui, tout à fait. Oui, bon, il y a quand même dans le rapport anorexique, il y a quand même une sorte de... Parfois, on peut surtout dans l'anorexie mystique, de certaines saintes, comme Catherine des Siennes, par exemple, c'est à ces rapports à la pureté, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est sexuel et tout ce qui corrompt.
le corps humain, les aliments, ça nous permet de nous nourrir. Ils sont bons, mais en même temps, ils ne sont pas très bons puisqu'ils vont corrompre notre corps. Il y a un déchet qui est produit par le travail des métabolismes du corps humain. Donc, si on arrivait à ne pas manger, on serait purifié. Si on éliminait les côtés sexuels et les côtés alimentation, on serait presque proche de la sainteté. Ah, donc, vous voyez, l'odeur de sainteté, c'est de certaines saintes ou saints sont souvent parce qu'il y a un régime alimentaire anorexique. Voilà. Et ça, ou alors, on peut aussi retrouver des parfums qui peuvent être très bien accordés à ceux qui les portent. Comme parfois, ça peut être des parfums saturés. Par exemple, des odeurs, des parfums qui sont trop forts au départ, dans les premières séances. Par exemple, quelqu'un qui a été abandonné pendant son enfance ou adopté, voire les deux, n'est-ce pas, abandonné et adopté après, et qui a besoin d'être, qui a peur à chaque fois d'être abandonné à nouveau, ou de ne pas être accepté, d'être rejeté par l'autre. Et comme la relation ici est très importante, elle doit être importante. Elle l'est ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, on ne peut pas travailler ensemble. Lorsque la relation est très importante, donc pour les sujets, c'est très important d'être un minimum accepté, évidemment. Et pour certaines personnes, ça, c'est beaucoup plus fort. Donc, ça peut être contradictoire, parce qu'un parfum très fort aussi, justement, ça peut provoquer le rejet. C'est ça. Et peut-être que la personne, elle se cache derrière son parfum trop fort, saturé, quelque part aussi, c'est comme un voile, hein. Ne me regardez pas trop, ne venez pas trop fouiller à l'intérieur de moi-même. Et en même temps, acceptez-moi, mais acceptez-moi parce que je porte ces parfums, et après on verra. Mais comme vous dites, ça peut être paradoxal, puisque il y a trop de saturation et ça peut devenir désagréable. Et donc, le rejet n'est pas loin. Les odeurs des patients, est-ce qu'il y a d'autres odeurs dans votre cabinet Alors là, ça, on parlait des patients, il y a les odeurs du cabinet, ça dépend. Comment est constitué le cabinet, dans quel immeuble il se place. Ici, c'est un immeuble du XVIIe siècle. L'escalier, c'est comme un donjon. Les marches ne sont pas droites, hein, parce qu'à l'époque, vous n'avez pas considéré qu'il y avait une norme spéciale de la taille de chaque marche. Ça tourne dans le mauvais sens. C'est un escalier qui tourne dans le sens gauche et pas à droite. Et il y a quelques poutres, donc des tomates anciennes. Donc tout ça mélangé, ça peut donner des odeurs particulières, les tissus, les rideaux. Lorsqu'on met de l'encens, parfois on met de l'encens, et ainsi de suite. Oui. Ou alors, si vous avez un cabinet qui se trouve dans un immeuble hyper moderne, ou à côté d'un jardin, ou fleuri, et ça dépend. Quand est-ce que vous décidez de faire brûler de l'encens ? De temps en temps, lorsqu'il y a par exemple trop de saturation, depuis longtemps je travaille aussi avec des séances à distance, hein, par WhatsApp, Skype, téléphone, de plusieurs villes de France, de l'étranger. Mais bien, malgré tout, même pendant la crise sanitaire, il y a des patients qui viennent quand même ici. Et donc, je travaille avec les fenêtres à moitié ouvertes, donc pour aérer tout le temps, en permanence. Et parfois, l'air est un peu trop saturé, donc on
j'aimais de l'encens. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Oui, pas trop longtemps, parce que sinon après, l'essence est trop forte et là aussi, ça peut devenir trop saturé, quoi. Donc vous me disiez, oui, les odeurs qui me plaisent ou qui me déplaisent, ça, c'est pas trop le problème ici, c'est pas trop le sujet. C'est-à-dire que c'est pas trop les sujets. Je ne pose pas la question, elles sont là, ces odeurs, et c'est tout. Alors, évidemment que la question, si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, en principe, comme ça n'est pas très important. Mais en même temps, il y a quand même des odeurs ce sont des empreintes quand même. Hein, dans l'histoire de chaque sujet, y compris du psy, il y a puisque la dimension olfactive en psychanalyse, elle se passe sur des traces. Des traces qui peuvent être 3 modes de traces. Hein, des odeurs, c'est des traces qui m'ont été imposées par l'autre depuis tout petit, dans des situations difficiles où il y a eu par exemple des défaillances dans le lien affectif familial, ou lorsqu'il y a eu des injonctions alimentaires et qu'on vient à détester tel aliment avec son goût et son odeur. Vous voyez, il y a un psychanalyste qui parlait par exemple des endives et que sa patiente, elle ne supportait pas le plat d'endives que lui préparait sa mère, avec une recette particulière. Elle a donné cette recette plusieurs fois à son analyste, et jusqu'au point que l'a poussé à préparer les endives de cette façon-là. Et après, il lui a demandé alors, l'analyste lui a dit, elles étaient très amères. Et la patiente lui dit, ah ben oui, mais c'est ça en fait ma mère. Les endives de ma mère, qu'elle m'obligeait à manger, avec cette odeur et ces goûts, c'était très amer.